Saviez-vous que près de 80% des jardiniers débutants assassinent littéralement leur semis de fraisiers avec beaucoup trop d'amour? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui brise le cœur de nombreux passionnés. Comment faire pour que votre précieuse bouture ou jeune pousse de fraisier ne se transforme pas en une bouillie brunâtre et nauséabonde? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret si simple, mais si puissant, que vous vous demanderez comment vous avez pu faire autrement jusqu'à présent. Mais attention, la vérité risque de vous surprendre, car ce que l'on vous a toujours enseigné sur l'arrosage est probablement la cause exacte de vos échecs. Pensez-vous vraiment que l'eau est toujours source de vie? Parfois, elle est le pire des poisons. Dites-moi d'ailleurs tout de suite dans les commentaires combien de petits plants de fraisiers avez-vous tragiquement perdus l'année dernière? Soyez honnêtes, on est entre nous et on est là pour apprendre. Pour bien comprendre le drame qui se joue dans vos pots, il faut remonter un peu dans le temps et observer la nature. Le fraisier sauvage, l'ancêtre de nos grosses fraises juteuses du jardin, a évolué dans les sous-bois et les lisières de forêt. C'est une plante qui a l'habitude de pousser dans un sol riche en humus, couvert de feuilles mortes, où l'humidité est certes présente, mais où l'eau ne stagne absolument jamais. Le sol y est drainant, vivant et aéré. Le problème moderne, c'est que nous avons pris cette plante délicate, nous l'avons modifiée pour produire des fruits géants, et nous l'avons enfermée dans de petits récipients en plastique étanche sur nos rebords de fenêtres ou dans nos serres confinées. En recréant de mauvaises conditions, nous avons involontairement dressé le tapis rouge pour les pires ennemis du jardinier, les champignons pathogènes comme le pythium ou le botrytis, responsables de la redoutable fonte des semis et de la pourriture des racines. C'est cette déconnexion entre le besoin naturel de la plante et nos méthodes de culture artificielle qui provoque le pourrissement. Commençons par démonter le mythe le plus tenace et le plus destructeur du jardinage. L'idée selon laquelle un sol constamment mouillé est indispensable pour la croissance des jeunes pousses. C'est totalement faux. Beaucoup de gens s'imaginent que les fraisiers sont de petites plantes aquatiques qui ont besoin de baigner dans l'eau pour gonfler leurs futurs fruits. En réalité, les racines d'une plante ont autant besoin d'oxygène que d'eau. Imaginez que vous essayez de respirer en ayant la tête plongée dans un seau d'eau. C'est exactement ce que ressent votre plant de fraisier lorsque son terreau est saturé. L'eau chasse l'air des micropores du sol, asphyxiant littéralement les racines. Sans oxygène, les racines meurent, se décomposent et attirent les champignons opportunistes. Pour illustrer cela, pensez à une éponge de cuisine. Quand vous la plongez dans l'eau et que vous la sortez sans l'essorer, elle dégouline. C'est le stade critique à éviter. Un bon terreau pour semis doit ressembler à cette même éponge après que vous l'ayez fermement pressée dans votre main. Elle est humide au toucher, elle apporte de la fraîcheur, mais aucune goutte ne s'en échappe. C'est cette humidité résiduelle et aérée qui permet aux petites racines fragiles de s'étendre, de respirer, et d'absorber les nutriments sans risquer la noyade fatale. Mais alors, comment garantir cette fameuse texture d'éponge essorée? Cela nous amène directement à notre deuxième point crucial, le choix de votre substrat. Utilisez la terre de votre jardin, aussi belle soit-elle, pour démarrer des semis ou cultiver de jeunes fraisiers en pot est une erreur monumentale. La terre de jardin a tendance à se compacter et à devenir dure comme du béton, une fois enfermée dans un petit volume, et si elle ne devient pas du béton, elle se transforme en une boue collante et asphyxiante. Il faut absolument briser cette habitude. L'astuce consiste à créer un mélange sur mesure. Vous devez mélanger votre terreau avec au moins 30% d'éléments drainants. Prenez l'exemple de la perlite, ces petites billes blanches et légères qui ressemblent à du polystyrène, ou encore de la vermiculite. Ces matériaux agissent comme de minuscules piliers de soutien dans votre sol, empêchant la terre de s'effondrer sur elle-même lorsqu'elle est mouillée. C'est comme
Construire un immeuble avec des puits de lumière et des conduits d'aération à chaque étage. L'eau traverse le pot rapidement, hydrate les particules de terreau au passage, puis s'évacue. Les racines trouvent ainsi un chemin facile pour se développer dans un environnement douillet, léger et parfaitement oxygéné, rendant la pourriture pratiquement impossible à ce stade. Pourtant, même avec le meilleur des terreaux allégés, vos efforts seront réduits à néant si vous commettez cette troisième erreur, malheureusement encore trop fréquente. Ignorez le drainage du contenant. C'est un principe non négociable. Un pot sans trou de drainage au fond, ou avec des trous bouchés, est un cercueil pour vos fraisiers. Point final. Il n'y a pas de débat possible. Certaines personnes pensent pouvoir gérer cela en mettant une simple couche de gravier au fond d'un joli cache-pot sans trou, en espérant que l'eau s'y accumulera sagement. C'est une illusion dangereuse. L'eau finit toujours par remonter par capillarité et transforme le fond du pot en un marécage toxique. Pensez à une baignoire dont l'évacuation serait bouchée. Peu importe la douceur du bain au départ, si l'eau reste stagnante pendant des jours, elle finira par croupir, sentir mauvais et devenir un bouillon de culture pour les bactéries. Vos pots doivent impérativement avoir de multiples trous larges à leur base. Lors de l'arrosage, vous devez voir l'eau s'échapper librement par le dessous dans les secondes qui suivent. Si l'eau stagne à la surface avant de descendre péniblement, c'est le signe immédiat que votre drainage est défaillant et que la pourriture n'est plus qu'une question de jours. Et si nous parlions d'un détail qui échappe à 99% des gens? La température de l'eau d'arrosage. Vous avez un super terreau, de beaux trous de drainage, mais vous prenez l'eau directement du robinet, froide comme de la glace en plein hiver ou au début du printemps. C'est un choc thermique violent pour des jeunes pousses qui sortent d'un environnement douillet. L'eau glacée ralentit drastiquement le métabolisme de la plante, fige les racines et empêche l'évaporation naturelle de l'humidité du sol. Résultat? L'eau stagne plus longtemps dans le pot, car la plante en état de choc cesse de boire. Ce terreau froid et humide est le paradis absolu pour le champignon responsable de la fonte des semis. Imaginez que l'on vous réveille en sursaut, en vous jetant un seau d'eau glacée au visage. Vous ne seriez pas très enclin à vous mettre au travail immédiatement. Vous seriez pétrifié. C'est pareil pour vos fraisiers. La règle d'or est de toujours arroser avec une eau à température ambiante. Laissez un petit arrosoir rempli d'eau reposer dans la pièce où se trouvent vos semis pendant au moins 24 heures. Cela permet non seulement à l'eau de se réchauffer doucement, mais aussi au chlore, souvent présent dans l'eau de ville et nocif pour les micro-organismes bénéfiques du sol, de s'évaporer complètement. Maintenant, penchons-nous sur une autre dimension vitale, souvent éclipsée par l'obsession de l'arrosage, la circulation de l'air. Beaucoup croient à tort qu'envelopper leurs plants sous une cloche ou dans une mini-serre hermétique garantit le succès par un effet hammam continu. S'il est vrai qu'une graine a besoin d'humidité pour germer, dès que les premières vraies feuilles apparaissent, l'air stagnant devient l'ennemi public numéro 1. Un air immobile, chargé d'humidité, empêche les feuilles de transpirer correctement et crée un film d'eau microscopique sur les tiges et le sol, condition idéale pour le développement des moisissures grises. C'est comme oublier une serviette de bain mouillée en boule dans le fond d'un sac de sport fermé pendant une semaine. Vous connaissez cette odeur de moisi? C'est ce qui se prépare sur vos fraisiers. Vous devez impérativement créer un flux d'air léger mais constant. Si vos plants sont en intérieur, l'installation d'un petit ventilateur d'ordinateur ou d'un ventilateur de table réglé sur la vitesse la plus faible, balayant doucement la zone sans souffler directement et violemment sur les plantes, fera des miracles. Ce simple mouvement d'air sèche la surface du terreau, fortifie les tiges qui s'épaississent pour résister à la brise et repousse les spores de champignons loin de vos précieux plants. Continuons avec un aspect qui semble déconnecté de la pourriture, mais qui est en réalité
intimement liée, la lumière. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre un manque d'éclairage et des racines qui pourrissent? La réponse réside dans le moteur de la plante, la photosynthèse. Une jeune bouture ou un plant de fraisier qui manque de lumière intense ne travaille pas à pleine capacité. Puisqu'il produit moins d'énergie, il pompe beaucoup moins d'eau dans le sol. Conséquence directe, l'eau que vous lui donnez reste désespérément dans le pot, engorgeant le substrat pendant des jours. Il faut détruire ce mythe tenace qui dit qu'une plante à l'ombre a besoin d'autant d'eau qu'une plante au soleil. C'est faux. Une plante manque souvent de lumière derrière une simple vitre d'appartement, surtout en début d'année. Imaginez une pompe à eau qui fonctionnerait à l'énergie solaire. S'il fait gris, la pompe tourne au ralenti et l'eau s'accumule. Si vous cultivez en intérieur, investissez dans une bonne lampe de croissance et placez-la à quelques centimètres seulement des feuilles. Plus vos fraisiers recevront une lumière forte et adéquate, plus ils grandiront vite, plus ils auront soif, et plus ils assécheront naturellement et rapidement leur terreau, éliminant ainsi le risque de pourriture lié à une stagnation prolongée. Une autre erreur fatale et extrêmement courante se produit dès le jour du semis, la surpopulation. Poussés par l'enthousiasme, beaucoup de jardiniers sèment une quantité industrielle de petites graines de fraisier dans une barquette minuscule, en se disant que la nature fera le tri. Le résultat ? Une jungle dense et impénétrable de tiges grêles qui se battent pour survivre. Ce manque d'espacement est un appel direct à la catastrophe fongique. Les plantes, entassées les unes contre les autres, s'étouffent mutuellement, empêchant la moindre brise d'air de circuler entre elles. Le feuillage crée un toit dense qui garde la surface de la terre perpétuellement humide et dans l'ombre. Prenez l'exemple d'une rame de métro bondée aux heures de pointe en plein hiver. Si une seule personne éternue, tout le wagon tombe malade. C'est le même principe de contagion pour vos fraisiers. Dès qu'un petit plant développe une pourriture, elle se propage à la vitesse de l'éclair à tous ses voisins par simple contact. Il faut avoir le courage d'éclaircir. N'hésitez pas à sacrifier les plants les plus faibles pour laisser au moins 4 à 5 cm d'espace libre autour de chaque fraisier survivant. Cette petite distance de sécurité est le meilleur pare-feu naturel contre la propagation fulgurante de la pourriture. Voici à présent une notion technique fondamentale, spécifique aux fraisiers, et dont l'ignorance provoque des hécatombes chaque saison. Le positionnement du collet. Le collet, c'est cette zone de transition critique entre le système racinaire souterrain et le début des tiges aériennes et des feuilles. Si vous enterrez vos jeunes plants 1 millimètre trop profondément, vous signez leur arrêt de mort. Si la terre recouvre le collet, ou pire, le cœur d'où naissent les nouvelles feuilles, la terre humide va provoquer sa décomposition rapide. Le cœur va brunir, se ramollir, et la plante va s'effondrer sur elle-même. À l'inverse, si vous le plantez trop haut et que les racines supérieures sont à l'air libre, il va se dessécher. Il faut viser la perfection au millimètre près. Imaginez que vous aidez quelqu'un à se tenir dans une piscine. Si l'eau lui arrive sous le menton, tout va bien, il respire. Si l'eau recouvre son nez, il se noie. Le niveau de la terre doit arriver très exactement à la base du collet, laissant le bourgeon central totalement dégagé, à l'air libre, prêt à capter la lumière. C'est une erreur subtile, souvent faite lorsqu'on rempote un plant fragile et qu'on rajoute un peu de terre par-dessus pour le faire tenir droit. Ne le faites jamais. C'est ce détail de plantation qui fera toute la différence entre un fraisier robuste et un tas de compost. Puisque nous savons maintenant que le collet est la zone sensible par excellence, revoyons complètement notre technique d'arrosage. Oubliez l'arrosoir classique qui déverse un torrent d'eau par le haut. En arrosant de la sorte, vous mouillez inévitablement les jeunes feuilles et le cœur de la plante, favorisant directement les maladies cryptogamiques. La solution miracle, utilisée par tous les horticulteurs professionnels, c'est ce qu'on appelle l'arrosage par le bas, ou bassinage.
L'idée est simple. Vous prenez vos petits pots ou barquettes perforées et vous les déposez dans un plateau étanche contenant 2 ou 3 centimètres d'eau tiède. Le terreau, par un phénomène naturel de capillarité, va boire exactement la quantité d'eau dont il a besoin, aspirant le liquide depuis le fond vers les racines. La surface du terreau et le collet du fraisier restent ainsi parfaitement secs, ce qui bloque le développement des champignons de surface. Pensez à l'analogie de boire un verre d'eau. Boire avec une paille est propre et efficace. C'est l'arrosage par le bas. Vous versez tout le verre d'eau sur la tête pour espérer en avaler un peu. C'est l'arrosage par le haut. Laissez les pots tremper pendant 15 à 20 minutes, puis retirez-les immédiatement pour ne pas noyer les racines. Cette méthode est un véritable bouclier anti-pourriture. Abordons maintenant un geste que beaucoup croient écologique et bénéfique, mais qui est redoutable en phase de semis et en intérieur. L'utilisation du paillage organique. On nous répète constamment que dans un jardin, il faut couvrir le sol. C'est vrai en extérieur pour des plantes adultes. Mais si vous appliquez une épaisse couche de paille, de copeaux de bois ou de tonte de gazon autour d'un tout jeune plant de fraisier cultivé en pot à l'intérieur, vous commettez une lourde erreur. Ce paillage va emprisonner l'humidité de manière excessive, juste au niveau du fameux collet que nous essayons tant de garder au sec. De plus, ces matières organiques en décomposition attirent des insectes nuisibles et des moisissures qui sauteront joyeusement sur votre jeune plant encore fragile. L'intention est bonne, mais le contexte est mauvais. C'est comme décider de porter un épais manteau d'hiver pour vous protéger du froid, mais de le garder alors que vous êtes enfermé dans un sauna surchauffé et humide. Vous allez suffoquer. Pendant la phase de semis et de développement juvénile en environnement contrôlé, laissez la surface du substrat nue et dégagée. Vous paillerez généreusement vos fraisiers bien plus tard lorsqu'ils seront adultes, robustes et solidement implantés dans votre potager extérieur. Mais que faire si vous pensez avoir fait une petite erreur de parcours? Comment repérer les tout premiers signes de pourriture avant qu'il ne soit trop tard? Le diagnostic précoce est votre seule chance de sauvetage. Oubliez l'idée reçue qu'une plante flétrie manque forcément d'eau. C'est le piège numéro 1. Lorsque les racines commencent toutes à pourrir, elles ne peuvent plus absorber d'eau. Ironiquement, la plante meurt de soif alors qu'elle a les pieds dans une boue saturée. Vous verrez les feuilles pendre tristement, perdre leur éclat et souvent prendre une teinte jaunâtre ou un aspect translucide, un peu vitreux. La tige à la base peut devenir brune et molle au toucher, comme une pâte sans consistance. C'est très différent d'un vrai manque d'eau où la feuille devient sèche et cassante. Pour comprendre, observez une pomme dans une corbeille à fruits. Si elle a un coup, une petite tache brune et molle apparaît et s'étend rapidement au reste du fruit, ramollissant toute la chair. La pourriture de la tige agit de la même manière. Si vous voyez un seul plant flétri dans un terreau qui est pourtant très humide au toucher, n'ajoutez surtout pas une goutte d'eau. Retirez délicatement le plant affecté avec une cuillère pour ne pas contaminer le reste du bac et laissez le substrat s'assécher d'urgence. Il est grand temps de détruire une autre idée reçue qui terrifie les jardiniers. La conviction que tous les champignons sont de terribles ennemis à éradiquer à coups de produits chimiques. C'est totalement faux. En réalité, le meilleur moyen de lutter contre les mauvais champignons pathogènes qui font pourrir vos fraisiers, c'est d'introduire de bons champignons dans votre terreau. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. Des organismes comme les mycorhizes ou le trichoderma sont de redoutables alliés. Une fois mélangés à votre terreau, ils colonisent les racines de votre jeune fraisier et créent un véritable bouclier vivant. Ils s'allient à la plante, l'aidant à puiser l'eau et les nutriments, et surtout, ils prennent toute la place disponible. Si un champignon de la pourriture essaie de s'installer, il n'y a tout simplement plus de nourriture, ni de place pour lui. C'est une compétition féroce. Prenez l'exemple d'une boîte de nuit très prisée.
Si vous remplissez le club avec des agents de sécurité musclés et bienveillants, les petits voyous n'auront aucune chance de rentrer et de semer la pagaille. Ajouter des mycorhizes lors de la préparation de votre substrat de semis est un investissement minime qui agit comme une assurance vie extraordinaire pour le système racinaire de vos futures fraises. Que se passe-t-il si, malgré toutes vos précautions, vous remarquez une légère moisissure blanche ressemblant à des toiles d'araignée à la surface de votre terreau? Ne cédez pas à la panique, il existe une astuce redoutable qui se cache probablement en ce moment même dans votre armoire à pharmacie, le peroxyde d'hydrogène, plus communément appelé eau oxygénée. Ce produit, utilisé à une concentration de 3%, est un fongicide de contact extraordinaire et totalement sans danger pour l'environnement, car il se décompose rapidement en eau et en oxygène pur, ce qui donne en prime un petit coup de boost aux racines. La recette est de diluer une cuillère à soupe d'eau oxygénée dans 1 litre d'eau propre. Mettez ce mélange dans un pulvérisateur et vaporisez légèrement la surface atteinte. Au contact de la moisissure, vous verrez une légère effervescence, de minuscules bulles vont se former. C'est le peroxyde qui détruit littéralement les parois cellulaires des champignons pathogènes. C'est un peu comme utiliser un bain de bouche antiseptique pour soigner une petite plaie sur la gencive, ça nettoie, ça désinfecte instantanément, et la guérison peut commencer. Utilisez cette méthode de façon ciblée pour stopper net un début d'infection avant qu'elle n'atteigne le collet de vos jeunes plants. Supposons maintenant que vous ayez parfaitement réussi la première étape. Vos jeunes plants de fraisier sont verts, vigoureux, sans aucune trace de pourriture dans votre maison. Sont-ils sauvés pour autant? Pas du tout, si vous ratez l'étape cruciale de l'acclimatation. Beaucoup de gens prennent leurs beaux semis bien au chaud à 20 degrés et les plantent directement dehors, en plein vent et sous un soleil de plomb. Ce choc environnemental brutal affaiblit considérablement la plante. Ses défenses immunitaires s'effondrent, et c'est souvent là que les maladies opportunistes du sol extérieur attaquent le système racinaire fragilisé, provoquant une pourriture tardive. Ce processus d'acclimatation doit être très progressif, sur une bonne dizaine de jours. Imaginez que vous passez l'hiver bien au chaud dans votre salon devant la cheminée. Si on vous force soudainement à sortir en maillot de bain dans une tempête de neige, vous risquez une pneumonie fulgurante. Les plantes réagissent de la même façon. Sortez-les d'abord une petite heure à l'ombre, à l'abri du vent. Puis, le lendemain 2 heures, en introduisant peu à peu le soleil du matin. Cette méthode épaissit la cuticule de leurs feuilles et renforce leurs racines, les rendant invulnérables face aux agressions extérieures lorsqu'elles seront finalement plantées au potager. Il y a une autre erreur monumentale qui part d'un bon sentiment mais qui condamne vos plants, l'excès d'engrais et tout particulièrement l'excès d'azote. Vous voyez vos petites pousses grandir et vous voulez les booster avec un engrais liquide pour qu'elles deviennent énormes rapidement. Halte là. Un apport trop important en azote va forcer la plante à créer des tissus cellulaires de manière ultra rapide. Le résultat? Les tiges et les feuilles deviennent immenses, très tendres, gorgées d'eau et les parois des cellules sont extrêmement fines et fragiles. C'est le buffet à volonté rêvé pour les spores de botrytis. Des tissus mous sont infiniment plus susceptibles de pourrir à la moindre goutte d'eau stagnante. C'est exactement comme un culturiste qui prendrait des stéroïdes pour gonfler ses muscles à vue d'œil, mais sans fortifier ses os et ses tendons. À la moindre charge un peu lourde, tout craque. Au stade du semis et de la jeune plantule, le terreau contient généralement assez de nutriments pour les premières semaines. Si vous devez nourrir, utilisez un engrais très doux, fortement dilué, et privilégiez le phosphore et le potassium qui favorisent le développement d'un réseau racinaire fort et résistant, plutôt qu'une explosion de verdure molle et vulnérable. Avez-vous déjà réfléchi à la provenance initiale de ces maladies qui ruinent vos cultures
Il faut lever le voile sur une pratique dangereuse, la réutilisation de vieux pots sans les nettoyer. C'est une cause majeure et totalement invisible de la pourriture des fraisiers. Les spores de champignons pathogènes comme le pythium sont d'une résistance incroyable. Elles peuvent survivre des mois, voire des années, accrochées sous forme microscopique aux parois rugueuses d'un pot en plastique qui a contenu une plante malade la saison précédente. Si vous remettez du terreau neuf et une jeune pousse de fraisier innocent là-dedans, c'est comme jeter un agneau dans la fosse aux lions. Dès que vous allez arroser, les spores vont se réveiller et attaquer. Pour vous donner une image claire, accepteriez-vous de manger un bon repas dans une assiette sale, utilisée la veille par une personne malade et qui n'aurait pas été lavée? Bien sûr que non. Avant chaque saison de semis, prenez le temps de laver vos godets, vos bacs et même vos outils avec de l'eau chaude et du savon noir, ou faites-les tremper dans une légère solution d'eau de javel diluée, puis rincez-les abondamment. Cette hygiène de base stricte bloque purement et simplement 90% des risques de contamination initiale. Saviez-vous que l'heure que vous choisissez pour arroser vos plants peut être une question de vie ou de mort pour eux? L'arrosage nocturne est une habitude redoutable qu'il faut absolument proscrire, surtout en intérieur ou sous serre. Si vous donnez à boire à vos fraisiers le soir en rentrant du travail, la température ambiante va baisser pendant la nuit. L'eau ne s'évaporera pas. La plante, n'ayant plus de lumière, va cesser de puiser de l'eau et le terreau va rester saturé, froid et humide pendant des heures dans l'obscurité. Ce sont les conditions absolument idéales, le laboratoire parfait, pour que les champignons responsables de la moisissure prolifèrent à une vitesse folle. Imaginez que vous preniez une douche chaude et que vous alliez directement vous coucher avec les cheveux mouillés dans une chambre froide, fenêtres ouvertes. Vous vous réveillerez à coup sûr avec un gros rhume. Le cycle naturel des plantes exige que l'arrosage se fasse exclusivement tôt le matin. L'eau aura ainsi toute la journée pour être absorbée par les racines rendues actives par la lumière du soleil, et l'excès d'humidité à la surface du pot aura largement le temps de s'évaporer avant la chute des températures de la nuit. Impossible de parler de plants qui pourrissent sans aborder le cas d'un insecte particulièrement sournois, la sciaride, plus connue sous le nom de moucheron du terreau. Vous avez sûrement déjà vu ces minuscules mouches noires tournoyer mollement au-dessus de vos pots. On pense souvent qu'elles sont juste agaçantes, mais ce sont de véritables tueuses de semis. En réalité, ce ne sont pas les adultes qui posent de problème, mais leurs larves invisibles qui vivent sous la surface du terreau. Ces petites larves translucides ont un appétit féroce pour les jeunes racines tendres de vos fraisiers. En grignotant les racines, elles créent des blessures ouvertes qui sont des portes d'entrée béantes pour les bactéries et les champignons responsables de la pourriture. De plus, les moucherons adultes transportent les spores de champignons d'un pot à l'autre sur leurs pattes. Ce sont de véritables taxis pour les maladies. Pour vous en débarrasser, laissez bien sécher la surface de votre terreau entre deux arrosages, car ces insectes ont impérativement besoin d'humidité en surface pour pondre. Vous pouvez aussi recouvrir le terreau d'une fine couche de sable sec. Si le problème persiste, utilisez des nématodes auxiliaires, de minuscules vers invisibles à l'œil nu qui chasseront et dévoreront les larves de moucherons sans toucher à vos plantes. Il existe également un remède préventif étonnant, naturel, peu coûteux et qui embaume la maison, la cannelle en poudre. Oui, vous avez bien entendu, l'épice que vous utilisez pour vos desserts. La vraie cannelle possède des propriétés antifongiques et antibactériennes puissantes, reconnues depuis des siècles. En saupoudrant une très légère pellicule de cannelle pure à la surface de votre terreau juste après le semis, ou autour du collet de vos jeunes plants de fraisier, vous créez une barrière chimique naturelle redoutable. Les spores de champignons qui tomberont sur cette surface traitée seront incapables de germer et de se développer. C'est une excellente alternative préventive
pour ceux qui veulent éviter à tout prix les traitements de synthèse. Imaginez cette poudre comme un champ de force magique et parfumé qui repousse les assaillants microscopiques avant même qu'ils ne touchent votre plante. Attention cependant à ne pas en mettre une couche épaisse de plusieurs millimètres, car cela finirait par créer une croûte imperméable, empêchant l'air et l'eau de passer. Un léger voile, comme si vous saupoudriez un cappuccino, suffit amplement pour assainir la surface et protéger vos futurs fruits des attaques précoces. Enfin, la toute dernière étape pour sceller définitivement votre succès, c'est l'instauration d'une routine d'inspection impitoyable et quotidienne. La pourriture est insidieuse, elle agit vite, très vite. Un plant de fraisier peut paraître parfaitement sain le lundi matin et être totalement effondré, marron et irrécupérable le mercredi soir. Si vous laissez vos semis dans un coin sans les regarder pendant 4 jours, vous jouez à la roulette russe avec votre potager. Le secret des grands agronomes, c'est l'observation. Prenez 2 minutes, chaque jour, idéalement le matin avec votre café, pour observer vos bacs. Regardez la couleur des feuilles, touchez le bord du pot pour soulever et vérifier l'humidité, vérifiez que l'air circule bien. Ce petit rituel est indispensable. Pensez à un gardien de sécurité qui fait sa ronde dans un musée de grande valeur. S'il ne passe qu'une fois par semaine, les voleurs auront largement le temps de sévir. S'ils patrouillent avec vigilance chaque jour, la moindre fenêtre suspecte, le moindre problème sera détecté et corrigé immédiatement. C'est cette attention constante, cette connexion quotidienne avec vos plantes, qui transformera vos fragiles semis en une armée de fraisiers vigoureux, prêts à vous offrir une récolte exceptionnelle. Et voilà, la véritable révélation de cette vidéo, c'est que la pourriture de vos fraisiers n'est en aucun cas une fatalité ou une question de manque de chance. C'est la conséquence logique d'un déséquilibre que vous avez désormais le pouvoir total de maîtriser. En fin de compte, cultiver des fraisiers sains dès le stade du semis ne demande pas de magie, mais du bon sens. Souvenez-vous des piliers de notre réussite. Un terreau léger coupé avec 30% de perlite, des pots systématiquement troués, un arrosage par le bas avec de l'eau à température ambiante, et surtout, ce fameux collet qui doit impérativement respirer à l'air libre. En appliquant ces règles simples et en ajoutant un peu de ventilation naturelle, vous fermez définitivement la porte aux champignons pathogènes. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ces conseils jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et va sauver vos futures récoltes de fraises, montrez votre soutien en laissant un pouce bleu juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos secrets de jardinage. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, quelle est l'erreur parmi les 20 que nous avons listées que vous commettiez sans le savoir? J'ai hâte de lire vos réponses et d'en discuter avec vous.